Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 21, je discute d'un sujet que je connais très peu, mais que j'aurais tellement aimé connaître avant la naissance de mon garçon. J'ai nommé l'aptonomie. Et oui, c'est avec Annie Bérère d'Apaléo Naissance que j'ai la chance d'en apprendre davantage sur la préparation affective à la naissance. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Aujourd'hui, Top Top Mom, j'ai la chance et le privilège de m'entretenir avec Annie de Apaléo qui va venir nous parler d'un sujet, selon moi, trop méconnu qu'on appelle la préparation affective à la naissance ou l'aptonomie pour faire court. Donc, bonjour ma chère Annie. Coucou Marie-Pierre. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien, très très heureuse d'être avec toi. Mais moi aussi, parce que c'est un sujet, comme on le disait d'entrée de jeu, là, avant de se connecter, qui est un sujet trop méconnu et qui, moi, quand j'avais appris que l'existence de cette science-là, si je peux me permettre le nom science, là, m'avait impressionnée. Moi, j'ai l'impression d'avoir accouché parfois dans l'arrière-temps, en fait, dans le Jurassique. Là. Il y avait plein de choses à l'époque. Pourtant, mon garçon vient de célébrer son 14e anniversaire. Mais il y avait plein de choses à l'époque qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas tant populaires ou qui existaient, mais qu'on ne connaissait pas. Donc, je suis vraiment très contente qu'on aborde ce sujet-là. D'abord et avant tout, pour nos Top Top Moms qui nous écoutent, mais qui est Annie d'Apaléo? Alors, Annie d'Apaléo, d'abord, c'est une doula. C'est-à-dire que je suis doula depuis presque 30 ans maintenant. J'ai assisté à plus d'1 millier de naissances, accompagné des milliers de familles en prénatal, pendant l'accouchement, en postnatal. Et je suis également ostéopathe. Et j'ai mis en place une méthode de préparation à l'accouchement puis un accompagnement postnatal qui s'appelle Apaléo. Donc, tu l'as mentionné en intro, qui me permet d'accompagner des familles dès le début de la grossesse jusqu'au moment où les bébés se mettent à marcher finalement. C'est vraiment très chouette. Mais là, tu sais, juste dans la dernière phrase que tu as dit, tu étais doula puis ostéopathe. Moi, là, il y a 14 ans. C'est vrai que j'ai accouché au Mexique, faut dire, là, peut-être moins avancé sur certains thèmes et bien plus avancé que nous autres sur certains autres, là. Mais moi, ça, c'était des mots que j'avais jamais moi, une doula, c'est sûr que j'aurais voulu que quelqu'un me tienne la main. J'avais tellement peur d'accoucher. Moi, si j'avais pu m'endormir, je pense que je l'ai fait, là, j'ai fait un enregistrement de balado, justement, que la première rencontre avec la gynécologue, la doctora Judith. Je m'en souviendrai toujours, si je donne mon âge, moi, je vais vraiment prendre la péridurale, là. Tu sais, là, c'était comme d'entrée de jeu, moi, je ne voulais pas avoir mal. Puis je me souvenais qu'à l'époque, ma grand-mère maternelle, Thérèse, paix son âme, elle m'avait dit qu'elle, il l'avait endormie. Et j'ai osé, en 2010, demander à une médecin de me dire « Est-ce que c'est possible de m'endormir? » Puis là, je me souviens qu'elle m'a regardée, elle est partie à l'arrêt, puis là, elle me regarde, elle dit « Mais on est juste au Mexique, en voulant dire t'es quand même pas dans un pays du tiers-monde. Non, on t'endormira pas, là, on fait plus ça. » C'est des pratiques qui sont vraiment archaïques. Fait qu'en tout cas, bref, j'aurais vraiment voulu, moi, avoir une doula qui... je pense que c'est un peu ce que je fais aussi dans mon quotidien, là, de dire des vraies affaires, de déconstruire des mythes, puis de surtout avoir du support puis une écoute de quelqu'un qui a des vrais conseils. Là. Fait que merci. Puis ostéopathe, en plus, t'es comme un genre de one-stop shop des nouveaux bébés. C'est vraiment très chouette. En fait, parce que là, ça m'a titillé, le Apaléo. T'as ton propre programme d'accompagnement à la naissance. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? C'est en ligne? Comment ça fonctionne? Oui, c'est en ligne avec des rencontres en direct avec moi pour que les parents puissent poser leurs questions. Ça, c'est vrai en prénatal, c'est vrai en postnatal aussi. Puis pour la petite histoire, Apaléo, c'est un acronyme. C'est-à-dire que le OPA, ce sont les rôles de toi, Marie-Pierre, de moi, du ou de la partenaire, de l'équipe qui est en place, c'est-à-dire d'organiser l'expérience. C'est ce que tu fais un peu dans ton programme. C'est un programme dans lequel tu aides les parents à s'organiser. Le P, c'est pour protéger l'expérience, puis le A, c'est pour accompagner. Que le OPA, c'est vraiment un acronyme qui rassemble les rôles les plus importants des gens qui vont accompagner la femme pendant la grossesse, pendant l'accouchement et aussi ce qu'on fait beaucoup toutes les deux en postnatal. Et le LEO, c'est l'acronyme des rôles de la mère ou de la personne qui donne naissance, libérer son cerveau archaïque, mammifère,
endormir son cerveau intelligent et ouvrir. Et ça, c'est des principes que j'ai installés pour l'accouchement, mais franchement, plus les années passent, plus je me rends compte que ça concerne aussi beaucoup le postnatal, on va se le dire, parce que libérer son instinct, son cerveau mammifère en postnatal, c'est important aussi. Faire taire un peu son cerveau intelligent par moment, parce qu'on a beaucoup d'informations, puis pas toujours des informations qui sont justes, puis s'ouvrir à toutes les possibilités, lâcher prise et compagnie. Parce que donc, au paléo, c'est ça, c'est vraiment une formule dans laquelle j'accompagne les gens de façon à ce qu'ils puissent être le plus possible en confiance là, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, puis dans la première année de vie du bébé. C'est comme un bibidi-bobidi-boo, mais de la périnatalité. J'adore ça. C'est vraiment, vraiment très chouette. Puis là, écoute, je permets d'entrer de jeu là, que, tu sais, moi aussi, je travaille dans le postnatal. On essaie de travailler beaucoup dans la prévention avec le sommeil parce que quand tu es déjà trop fatigué, toujours à la recherche de la formule magique, malheureusement, après 12 ans d'expérience, je n'en ai pas toujours trouvé, là, mais là, je veux juste rassurer les gens qui nous écoutent. Là, moi, je ne peux pas t'accompagner dans ton accouchement. Je ne veux pas faire ça. Je vais paniquer probablement plus que toi, tu l'es déjà. Je l'ai fait une fois, je le referai probablement jamais. La seule chose que je peux te dire, c'est que ça vaut tout l'or du monde. Puis que de toute façon, même si tu es super préparé, il y a des choses qui peuvent arriver qui sont des impondérables de la vie, mais que d'avoir une doula, honnêtement, c'est quand même le deuxième balado que je fais avec une doula, j'avais fait avec Julie Amick aussi, puis honnêtement, là, je trouve que ça devrait à la limite être couvert par l'assurance, ne serait-ce que pour, oui, outiller la maman, mais accompagner le couple en soi. Tu sais, c'est quand même une grosse expérience de devenir parent du jour au lendemain, beaucoup dans notre système de santé publique de prénatal, d'accompagnement à la grossesse. Puis pourtant, dans le postnatal, c'est un peu comme, ben, t'as voulu être parent, arrange-toi avec tes skis, ce que je trouve un peu désastreux parce que c'est là que la game part, en fait. Tu sais, oui, on a besoin de ressources pendant la grossesse, mais c'est beaucoup le postnatal qui, moi, je trouve, amène beaucoup de questions. Puis je trouve ça très, très, très chouette que tu dises de faire taire son cerveau intelligent. Tu sais, des fois, c'est une question de feeling. Faut arrêter d'essayer de trouver le pourquoi du comment. Moi, je fais un parallèle avec le sommeil. Tu sais, pourquoi mon enfant dort plus. Ben, regarde, écoute, on peut ouvrir le Cardex avec 660 annexes du pourquoi, mais on va focuser sur le comment récupérer ça, puis voir s'il n'y a pas moyen d'ajuster tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment très chouette. Et puis, Annie, depuis peu, tu es inscrite au programme de certification sur le sommeil de l'enfance 0-5 ans de Beden Urbaine. Alors, merci de faire partie de la team Miracle. Mais là, j'aimerais entendre de ta bouche, toi, doula, ostéopathe qui crée des programmes au Paléo. Pourquoi le sommeil? Pourquoi toi, tu as vu une nécessité à te former dans le sommeil des enfants? Mm-hmm. Parce que dans mon programme au Paléo 0-1 an, il y a énormément d'outils en lien avec tous les aspects psychomoteurs, l'accompagnement, l'autonomie postnatale. On parle de toutes sortes de choses extraordinaires, mais il y a toujours le bas qui blesse, là, la petite graine dans l'engrenage, qui est toujours le sommeil. Et le sommeil, c'est un sujet pour lequel on entend toutes sortes de choses, hein. Puis moi, ça faisait déjà plusieurs années que j'en parlais avec les parents parce que, bien entendu, c'est souvent un sujet qui revient pour chacun des parents à un moment donné ou à un autre, pour certains un peu plus souvent que d'autres, mais c'est toujours présent. Le manque de sommeil, c'est difficile. Je te l'ai pas dit au départ de notre rencontre. Moi, j'ai 4 garçons. J'ai donné naissance 4 fois et j'ai vécu le manque de sommeil 4 fois. Donc, c'est pas une notion dans ma tête qui est théorique, là. Je me souviens avoir été fatiguée à un point où je pensais même pas que c'était possible. Et j'avais envie d'ajouter dans Paléo des formules, des vidéos en lien avec le sommeil. Et je voulais pas dire n'importe quoi. Que je voulais avoir une formation qui était complète. Je voulais pouvoir créer pour mes abonnés quelque chose d'extraordinaire. Et là, j'ai magasiné. Puis quand j'ai vu ce que tu offrais, Marie-Pierre, je t'ai choisi parce que je trouvais que ta formule était vraiment bien organisée, répondait à mes besoins. Puis pour moi, c'était hyper important parce que tout ce qui est développement psychomoteur, tout ce qui est accompagnement affectif du bébé par le jeu, un bébé qui est trop fatigué, qui dort pas, c'est un bébé qui aura pas les mêmes expériences dans son quotidien. Parce que souvent, on parle des parents en disant « Mon Dieu, t'es fatigué, t'es fatigué ». Et je suis hyper sensible à ça. Ce qu'on voit moins, c'est que souvent, le bébé, lui aussi, il est fatigué. Souvent, il n'y a pas juste le parent qui a besoin de dormir, le bébé aussi.
Puis je voulais avoir des outils pour rendre mon programme vraiment encore plus optimal en lien avec tous les autres aspects de jeu et compagnie pour pouvoir accompagner les parents de façon extraordinaire, mais aussi au niveau du sommeil. Que c'est pour ça. Mais merci pour les belles fleurs au passage. Je tiens à souligner que Annie n'a pas été payée là, pour ce beau témoignage gratuit-là à l'égard du programme de certification. Puis oui, tu as tellement raison. Je pense que, tu sais, moi, j'ai une de mes amies à l'époque qui m'avait même... est-ce que c'est possible qu'un bébé dort trop? Tu sais, je pense que, tu sais, on parle beaucoup de manque de sommeil, puis de faire la différence, comme tu l'as dit, entre un parent qui est fatigué puis un enfant qui a des défis sommeil. Je pense que c'est vraiment très important parce que des fois, c'est juste de rassurer le parent, de dire, ben, tu sais, selon son stade de développement, moi, ce que tu me parles, je pense qu'il est au top de sa performance sommeil. Cependant, tu as le droit, toi aussi, d'être fatigué. Puis là, on tombe dans d'autres banques d'outils qui souvent ne m'appartiennent pas parce que c'est plus de l'accompagnement qui est réservé aux professionnels. Mais tu as raison de dire que le sommeil, c'est un besoin physiologique qui est, bon, selon mon point de vue, trop souvent négligé. De dire, ça, c'est normal. C'est normal être parent fatigué. Il y a comme une limite à ce que tu dois, ce que tu peux être fatigué, puis ce que tu devrais endurer comme niveau de fatigue, tu sais. Moi, je pense que effectivement, tu parlais que le développement de l'enfant peut être impacté par un manque de sommeil, mais l'aventure de la maternité et de la parentalité peut être sacrément affectée aussi par ce manque de sommeil-là. Tu sais, on parle de la première année, je sais, je fais tout le temps la blague, séparez-vous pas la première année, là. C'est sûr et certain que c'est peut-être pas le meilleur timing. Attendez de bien dormir la nuit, d'être reposé, d'avoir une bonne discussion, puis par la suite de voir si effectivement c'est la meilleure chose à faire pour votre couple. Mais tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup d'impacts puis d'effets collatéraux dont on ne parle pas suffisamment, tu sais, par rapport à tout ça. Tu sais, je pense que ça serait important aussi de parler de l'impact du manque de sommeil par rapport au baby blues, au postpartum, à la dépression postpartum qui, ben, Valérie Roberts, elle a écrit un livre sur le postpartum. Puis, tu sais, moi, je l'ai lu, puis j'ai eu un entretien avec Valérie, puis tu sais, je lui ai amené à réaliser à quel point toutes les histoires qu'on nous raconte que c'est difficile, ça finit. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à dormir. Puis là, tout d'un coup, tout allait mieux. Ah, ben, tu sais, c'est peut-être un élément déclencheur de bien des choses. Donc, merci de faire partie de la team Miracle. C'est vraiment très chouette. Et puis, merci pour tes bons mots. Puis là, on tombe dans le vif du sujet. Là, tu m'as parlé de la préparation affective à la naissance. C'est comme ça qu'on le libelle au Québec. J'imagine que l'autonomie, c'est plus nos cousins français. Exactement. C'est grosso modo la même chose. C'est deux petites cousines, là, dans le fond. C'est juste que quand la préparation affective à la naissance a été fondée, elle a été sur des bases d'autonomie, mais il y a certains éléments supplémentaires qui ont été ajoutés. Donc, ils ont donné un autre libellé au nom, simplement. OK. Donc, c'est un ajout c'est un programme, c'est une science. C'est quoi exactement? Parle-nous de la grande sœur, puis après ça, on va faire un dérivé de sa petite cousine, là. Oui, mais en fait, je peux te parler des deux confondus parce que c'est grosso modo la même chose. Dans le fond, c'est une approche d'abord qu'on fait en privé seulement. Donc, c'est important, on rencontre une praticienne en privé et l'objectif, c'est de faire des jeux très concrets avec le bébé pendant la grossesse. Alors oui, vous avez bien entendu, pendant la grossesse. Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut commencer à mettre en place dès 16-17 semaines. Et l'objectif, c'est de créer une interaction très concrète. Donc là, je vous rassure, on n'allume pas de bougies, on fait pas de hum-hum dans notre bureau non plus. Ce sont vraiment des jeux qui sont très, très concrets, qui permettent aux parents et au bébé d'interagir ensemble. Donc, Annie n'est pas une chercheure de lumière intra-utérine, OK? Ça, c'est vraiment une vraie approche. Il n'y a pas de il n'y a pas de bougie. Ah, j'adore ça. Remarque qu'on n'a rien, hein, toutes les deux, contre les bougies et les là, mais c'est juste pour mettre en lumière, c'est ça. Exactement. Juste mettre en lumière que ce sont des jeux très concrets. Souvent, c'est très drôle parce que les gens arrivent dans mon bureau puis ils savent pas trop. Ils savent qu'ils veulent interagir avec leur bébé, mais ils ont aucune idée de ce qu'on va faire. Et 100% du temps, ils ressortent d'ici en faisant comme « Oh, wow, je m'attendais
pas jamais au fait que je pourrais interagir comme ça de façon aussi concrète avec mon bébé. Et pourquoi on met en place ces jeux-là? Parce que, bon, il y a plein de monde dans nos bureaux, il y a des gens qui prennent rendez-vous, que donc les parents sont contents, mais c'est pas ça l'objectif. Ça, c'est vraiment un effet collatéral de l'histoire. Notre objectif, c'est de créer chez le bébé un sentiment de sécurité, un sentiment de confirmation de son existence. Parce que là, on peut imaginer qu'un bébé arrive dans l'utérus, il se met à grandir, il se rend compte qu'il y a des gens autour de lui dans son univers, mais probablement qu'il ne se rend pas compte que ces gens-là savent qu'il est là. Parce que là, il faut que tu imagines que quand tu arrives dans un utérus, tu n'as pas la conscience de ce que nous, on a comme adultes, comme humains. C'est-à-dire que le bébé, il n'est pas dans son utérus en se disant « Ah, papa, maman, ils ont fait l'amour ensemble parce qu'ils voulaient un bébé et me voici, me voilà. » Donc, l'idée à travers les jeux, c'est d'aller interagir autant la maman que son ou sa partenaire pour que le bébé puisse vraiment être confirmé, réaliser que ses parents savent qu'il est là et qu'il se sente aimé pour ce qu'il est complètement, sans aucune notion de performance ou d'attente. C'est-à-dire que c'est vraiment une approche où on fait des propositions de jeu au bébé et dans lesquelles le bébé est complètement libre, évidemment, de répondre ou de ne pas répondre. Et ça induit chez le bébé quelque chose qui est de l'ordre de la sécurité de base, c'est-à-dire que le bébé va se sentir confirmé, va se sentir aimé, va se sentir sécurisé et ça va faire que pendant les semaines qui vont suivre, autant la maman que le ou la partenaire vont pouvoir déployer et mettre en place une relation avec ce bébé-là. Parce que là, on se retrouve, c'est fou là, parce que les mamans, oui, se flattent la bédaine, entrent en contact avec leur bébé, mais là, on se retrouve avec un outil qui permet ou à la partenaire d'avoir une place tout à fait importante et égale à la maman, d'entrer en relation avec son bébé avant même qu'il naisse, de façon très concrète, de façon à ce que le bébé puisse même interagir directement avec lui dans les différents jeux qu'on propose. Que donc, l'idée, c'est aussi que les parents développent ce lien de confiance-là, ce lien de sécurité-là pour pouvoir aussi l'utiliser lors de l'accouchement. Parce qu'à l'accouchement, on sait, tout le monde, là, on sait que pour une personne qui donne naissance, ce n'est pas facile. Quand tu disais tantôt que tu en avais tellement peur que tu aurais aimé qu'on t'endorme, c'est dire à quel point on a une transmission de peur qui est très forte autour de l'accouchement. Et donc, nous, on sait qu'on doit se préparer. Dans mon programme, la méthode au paléo, il y a plein de gens qui se joignent au cours, il y a plein de gens qui se joignent à la préparation virtuelle. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils savent que c'est important de se préparer. Mais si on se met dans la posture du bébé, lui, là, ça fait 9 mois qu'il grandit à l'intérieur du bedon. Oui, c'est vrai qu'il devient un petit peu plus serré au fur et à mesure que les semaines passent, mais très certainement qu'il ne se dit pas dans sa tête « Oh mon Dieu, c'est ma dernière semaine. Dans pas long, mon univers va s'effondrer, je vais avoir des contractions, je vais avoir le liquide amniotique qui va s'écouler doucement. » Donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre aux parents d'accompagner affectivement le bébé quand arrive aussi le moment de l'accouchement. Parce que ça va être un moment où le bébé va être lui aussi sorti de sa zone de confort de façon importante. Et on le sait d'ailleurs qu'on travaille en postnatal avec des bébés pour qu'ils puissent nous raconter la naissance. Mais pour la majorité d'entre nous, les humains, ça sera notre principal traumatisme. Il y en a des pas chanceux qui vont en avoir des pires par la suite. Je suis vraiment désolée pour eux, mais pour la majorité d'entre nous, ça sera vraiment l'affaire la plus difficile qu'on va rencontrer. Donc, c'est ça, la préparation affective ou l'autonomie. C'est vraiment très chouette, mais là, moi, j'ai la question qui me brûle les lèvres. C'est qui a pensé à ça, là? Ça part de où? Ça part de quand, ce concept-là? Ça a été mis en place lors de la Deuxième Guerre mondiale par un homme qui s'appelle Franz Wellmann. Okay. Et donc, c'est une approche qui est vraiment là depuis longtemps, mais qui a été pendant de très nombreuses décennies particulièrement populaire en Europe et très peu au Québec. Et là, la raison pour laquelle au Québec c'est beaucoup plus répandu, ben c'est moi la raison, imagine. Parce que quand j'étais enceinte de mon premier bébé, j'ai eu la chance de partir en voyage en Europe et j'ai eu la chance de vivre l'expérience comme patiente auprès d'une personne qui faisait de la formation en préparation affective. Et quand je suis revenue au Québec et que j'ai donné naissance et que j'ai eu un accouchement extraordinaire, fabuleux, merveilleux, extraordinaire, j'ai cherché des pistes de solutions parce que après cet accouchement-là, je suis allée j'ai commencé à accompagner beaucoup de femmes
pendant leurs propres accouchements. Et pour moi, comme j'avais vu et vécu une expérience extraordinaire, j'avais un préjugé, c'est-à-dire que je pensais que les femmes vivaient l'accouchement comme moi je l'avais vécu. OK. Et quand j'ai commencé à aller à des accouchements, j'ai fait « My God! C'est donc bien intense et compliqué et difficile pour la majorité d'entre elles. » Et là, ma première hypothèse, ça a été de me dire « Tiens, est-ce que c'est grâce à l'autonomie que j'ai eu une expérience si extraordinaire? » Que donc, j'ai rappelé la praticienne qui m'avait fait quelques rencontres avec moi quand j'étais enceinte en lui disant « Écoute, je veux que tu viennes au Québec pour former des praticiennes en ayant, moi, le désir de me former pour ajouter ça dans mon coffre à outils. » Et depuis ce temps-là, ben, elle est venue à plusieurs reprises au Québec. Et là, maintenant, les décennies, en fait, ont passé. C'est moi qui ai repris le flambeau là, des formations parce qu'elle a pris sa retraite depuis. Donc, c'est pour ça que ça existait, mais qu'au Québec, ça commence doucement à être de plus en plus connu. Là. Il a fallu du temps. Et puis, parce que là, j'entends, on l'a dit, là, il n'y a pas de bougie puis de mais tu sais, c'est quand même un peu, j'ai goût d'utiliser le terme ésotérique et spirituel, là, c'est peut-être pas les bons termes à utiliser, mais prends-moi à la légère, s'il te plaît, ma chère Annie. Ouais. Alors, on a-tu des études, parce que là, tu sais, j'entends ma maman ingénieure qui se dit, ben là, franchement, n'importe quoi, il y a sûrement des études qui sont sorties, parce que là, on a ton histoire à toi, qui a vécu un accouchement extraordinaire probablement, justement, à cette préparation affective à la naissance, là. Mais y a-tu des chercheurs, on a-tu des données, Annie, sur cette approche-là? Oui, il y a des données qui existent. Il y a même de nombreux livres, dont Franz Wellman a écrit plusieurs livres, dont certains sont tellement pleins de données que je te dirais qu'ils sont assez difficiles et coriaces à lire. Le genre de à se mettre lecture sous qui la me dent. donne de l'urticaire, là. Moi, j'aime bien Ça va maman, un Exactement. conte sur la Ouais. maternité, justement, parce que docteur Laurie Zéphir, elle a lu ces études-là, puis là, après ça, elle nous mange ça, puis elle nous met ça au compte-gouttes dans la bouche. Moi, des études qui a trop de chiffres, j'en fais parce que j'étudie à l'université, mais effectivement, j'aime mieux les comptes rendus, mettons, d'études. Oui, exactement. Sauf que on se ramène à la logique. Entre nous deux, là, un bébé in utero, hein, c'est un être humain qui n'a pas effectivement son cortex à pleine capacité. C'est seulement après la naissance et plusieurs années après la naissance que ça va devenir mature, c'est ça. Mais n'oublions pas que ce petit bébé-là a toute la zone qui est toute émotionnelle, qui est dans le cerveau limbique, qui est dans le cerveau intermédiaire, qui est à maturité pendant l'accouchement et pendant les semaines, dans le fond, qui précèdent l'accouchement. Donc, de penser qu'un bébé dans le ventre n'a pas la capacité d'entrer en relation, n'a pas la capacité d'être dans le relationnel, n'est pas sensible à un toucher de tendresse, n'est pas sensible à l'amour des parents que les parents peuvent lui offrir, pour moi, c'est complètement ridicule. Là. Je veux dire, c'est que donc, revenons, on n'a même pas besoin d'ouvrir une brique qui est difficile à lire. Non. Reconnectons-nous à l'essentiel, reconnectons-nous à la logique. Et puis, parfois, les gens sont choqués que je fasse cette comparaison-là, mais pensons, par exemple, à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont des animaux de compagnie, qui ont un QI qui est vraiment pas très élevé, on va se le dire par rapport aux humains. Est-ce que ces animaux de compagnie-là, qui sont souvent des mammifères, sont sensibles à la façon dont je les touche, à la façon dont j'entre en relation? Est-ce qu'ils aiment se sentir aimés? Est-ce qu'ils aiment se sentir caressés? Tout le monde va dire bien sûr que oui. Mais on a des doutes sur le fait que le bébé dans le ventre puisse avoir cette sensibilité-là. C'est quand même quelque chose. Il faut dire que par rapport aux études, par exemple, par rapport au bébé et aux croyances qu'on a par rapport au bébé, on part de loin, là. Il n'y a pas si longtemps, on pensait que le système nerveux des bébés qui étaient nés n'était pas assez mature pour être capable de ressentir la douleur. Et là, je te parle de quelques décennies, là. Je te parle pas il y a 300 ans, là. Puis que donc, on part de loin. Puis que oui, un bébé in utero, puis on le sait, il y a des études qui nous démontrent qu'ils sont, par exemple, sensibles aux hormones de stress que, par exemple, la mère va sécréter. Et attention, je donne pas cette information-là dans le but qu'on se shame puis qu'on soit coupable, là, c'est pas du tout ça l'objectif. Dans la bienveillance. On est dans la vraie vie, exactement. Mais que tout ça pour dire que oui, les bébés sont dans une capacité relationnelle très tôt pendant la grossesse et on peut choisir d'explorer ça pour commencer à tisser ce lien-là. Et c'est sûr que si je tisse ce lien-là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça sécurise le bébé, ça sécurise aussi beaucoup les parents.
Combien de fois, en étant enceinte, on a des inquiétudes? Ah, tiens, mon bébé, il a pas beaucoup bougé, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Que ça me sécurise aussi comme maman, ça me sécurise comme partenaire. Et finalement, cette équipe à trois-là peut s'installer dans un processus qui va aussi faciliter la transition pour le postnatal. Parce que là où la partenaire qui a créé un lien avec son bébé dans un contact de tendresse, ben lui, il connaît déjà ce bébé-là. Souvent, les papas en postnatal, ils vont me dire, Annie, c'est drôle parce que quand j'ai mon bébé dans les bras, je sens ses mouvements, je reconnais ces mouvements-là, je sais que c'est lui. Il a exactement les mêmes façons de bouger dans mes mains qu'il avait pendant la grossesse. Donc, c'est un cheminement qui est extraordinaire. La seule chose, c'est que ça ne s'adresse pas à tous. Parce que c'est une approche dans laquelle on est dans le relationnel, dans l'amour, la tendresse autour du bébé. Et il faut avoir envie de prendre du temps pour jouer, de créer cette relation-là. Et si on n'a pas envie de faire ça, ben ça peut pas fonctionner. Si je te dis, Marie-Pierre, hey, j'ai vraiment envie de devenir ta meilleure amie et que je t'appelle une fois par année, tu vas dire, écoute, je suis pas sûre que ça va marcher. Tu vas être ma meilleure amie une fois par année. C'est vraiment trippant. Puis, tu sais, en même temps, ce qui me désole dans ce que tu viens de dire en dernier lieu, c'est que probablement que c'est ces gens qui sont pas réceptifs du tout à ça, qui auraient finalement le plus besoin de s'ouvrir à ce niveau relationnel-là. Tu sais, c'est les gens qui vont probablement au départ avoir peut-être un petit peu plus de difficulté à connecter avec leurs enfants, les gens qui trouvent que c'est une idée un peu de sorcellerie, tout ça, non? Ben, ça peut être ça, ou ça peut être simplement le fait que la vie va vite. Ouais. Et ça, autant en prénatal qu'en postnatal. Tu sais, moi, ça arrive des fois que les gens veulent prendre rendez-vous avec moi, puis je leur demande, est-ce que c'est vraiment ça, là, ton besoin actuellement de revenir me voir dans 2 semaines? Si je vois que tu as un agenda qui est complètement loadé, tu es complètement comme une poule pas de tête à courir partout, peut-être que c'est le temps de pas revenir me voir puis de faire l'élagage dans ton calendrier. On est beaucoup dans une époque où on fait beaucoup de choses, puis souvent, on va délaisser le niveau relationnel. Et c'est pas juste vrai pendant la grossesse en lien avec notre bébé, là. C'est en lien avec toutes nos relations, avec toute notre façon aussi d'entrer en relation. Présentement, on est dans un tournant de l'humanité quand même qui est très intéressant à regarder. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas avoir envie. Puis je pense que c'est important de le respecter parce que c'est pas une approche passe-partout. Tu sais, si j'ai un couple qui s'inscrit à Opaléo pour que je les aide à se préparer pour la naissance de façon optimale, bien, ça arrive que le partenaire, il va me dire, écoute, moi, ça me tente pas tant que ça, là, de faire les rencontres avec toi. Tu sais, j'aimerais mieux aller avec mes chums, regarder le hockey ce soir que de faire cette rencontre-là avec toi. Mais c'est pas grave, parce que même si ça y tente pas, je vais quand même être capable de l'outiller, puis je suis capable de l'entendre que c'est peut-être pas sa soirée préférée, celle qui va passer avec moi pour se préparer pour la naissance. Mais je continue à penser que c'est hyper important qu'il le fasse, puis il le sait à quelque part c'est important pour lui. Puis que même si ça y tente pas, on le fait pareil. Tandis que la préparation affective à la naissance, ben c'est d'entrer en relation. Que si ça te tente pas, ça peut pas avoir lieu, tu comprends? T'sais? À ce moment-là, aussi bien de pas rentrer en relation. Non, c'est ça exactement, de juste passer cette étape-là, puis de dire, tu essaieras de créer une relation quand on va te le mettre dans les bras, mon cher. Mais est-ce que ce serait possible qu'une maman ou que la personne qui porte le bébé fasse ça toute seule? En fait, on évite de faire ça seulement avec la maman parce qu'il faut bien comprendre que la mère et le bébé vont tisser un lien beaucoup plus facilement et que si on n'utilise pas la préparation affective et l'autonomie dans la grossesse, il va y avoir de toute façon un fossé qui va s'installer entre la maman, le bébé et le papa. C'est-à-dire que le papa va perdre finalement la capacité d'entrer dans le rationnel avec le bébé de façon aussi facile que la maman pour des raisons évidente que je pense que tout le monde comprend. Que si on accepte de faire le processus avec une maman et son bébé, ce qui va se passer, c'est qu'on va augmenter encore plus le fossé entre le papa et la maman, la dyade, maman-bébé. Ce qui fait qu'on ne fait pas ça. Dans le fond, pour faire l'approche, pour faire un suivi en préparation affective, c'est important que le papa ou le partenaire, la partenaire puisse avoir envie de rentrer dans l'équipe à 3, justement, pour rendre cette équipe à 3-là vivante et ne pas augmenter encore plus finalement le clivage qui va s'installer sinon. Et si on a une solo mom, une maman qui décide d'avoir un enfant toute seule?
Oui, à ce moment-là, écoute, on peut faire le processus avec une maman qui est maman solo et si elle a quelqu'un de très significatif dans sa vie qui va garder une place significative auprès d'elle et du bébé dans les semaines, les mois, les années qui suivent, on pourrait à ce moment-là inviter cette personne-là et ce serait vraiment l'idéal, qui est vraiment un trio de façon à pouvoir permettre au bébé de découvrir qu'il y a aussi le monde extérieur, qu'il y a pas seulement le monde intérieur. Parce que dans la vision du bébé, c'est sûr que la maman fait partie de son univers intérieur. Il entend ses bruits à l'intérieur de son univers et compagnie. Que donc, pour une maman solo, ça pourrait être intéressant et encore plus s'il y a justement cette troisième personne-là qui se joint à l'équipe de façon à ce qu'il puisse avoir justement ce trio-là si important pour le bébé dans l'équilibre de qu'est-ce qui est de l'intérieur puis qu'est-ce qui est du monde extérieur à découvrir. C'est drôle que tu parles de ça parce que moi, je pense souvent, bon, tu sais, quand je suis devenue mère monoparentale, ça a été une catastrophe, là, comme tout le monde qui voit sa famille exploser, c'est rarement trippant. Mais je trouve qu'avec un recul, ça l'a donné à Jacob Olivier plusieurs figures d'attachement qui sont aujourd'hui, encore à 14 ans, très importantes. Je pense entre autres particulièrement à mes parents qui ont été là. Moi, je me souviens, le jeudi soir, mon père m'appelait savoir s'il gardait Jacob Olivier en fin de semaine. Là. Il était fou, fou, fou. Ils ont fait des jouets, ils ont décoré sa chambre. Tu sais, ils ont vraiment pris le rôle de son papa qui est encore présent, mais à 5000 kilomètres au Mexique. Donc, pauvre Daniel Arturo, il fait ce qu'il peut avec les moyens géographiques qu'il a. Puis je pense entre autres à ma tante Hélène puis ma sœur Catherine. Tu sais, fait que je trouve ça chouette de penser que oui, effectivement, l'amour d'un parent, c'est quelque chose, mais qu'il y a tellement d'autres formes d'amour. Puis je trouve ça chouette qu'on puisse les donner à nos enfants, particulièrement. Tu sais, moi, je me dis, moi, je pense que encore aujourd'hui, à 38 ans et demi, que le plus fort, c'est mon père. Fait que moi, je me dis, si mon fils a pu avoir cette figure paternelle-là, mon Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Mais là, ça m'amène à penser, est-ce qu'on pourrait faire ça avec les membres de la fratrie, cette préparation affective à la naissance-là? Alors oui, c'est possible, tout à fait. Mon Ça fait Dieu partie Seigneur, des c'est le fun. demandes qu'on a souvent, mais c'est sûr qu'il faut que l'enfant soit intéressé et assez Oui, grand pour avoir envie d'entrer dans ce cadre-là. oui. Cela étant dit, tous les enfants de 1 an, de 2 ans, de 3 ans qui ont une maman qui redevient enceinte vont entrer en relation avec le bébé dans le bedon. C'est Oui. juste que ces bébés-là, ces enfants-là, n'entrent pas en relation de la façon dont nous, on voudrait que ça se passe. Mais t'inquiète pas que ça se fait. Je veux dire d'ailleurs, souvent j'ai eu des anecdotes de famille qui m'ont profondément convaincue que les enfants de 2 ans, 2 ans et demi dans la maison avaient été au courant bien avant les parents qu'il y avait un bébé qui était en train de s'installer dans le bedon de la maman. Que donc, oui, c'est possible de faire avec les enfants et c'est possible aussi simplement de laisser les plus petits entrer en relation, mais à leur façon, avec une durée, par exemple, qui va être courte. C'est sûr qu'un enfant de 2 ans qui vient poser sa main sur le bedon, il restera pas là pendant 5 minutes et demie pour pouvoir sentir le bébé. Mais oubliez pas que lui, il est déjà dans une perception tactile, sensorielle qui est encore très affinée. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on perd avec les années. Mais on a tous été des êtres très sensoriels et très tactiles à notre début de vie. Que donc, oui, c'est possible de faire avec la fratrie de différentes façons en fonction des âges, puis en fonction aussi de l'intérêt, bien évidemment. C'est pour ça que moi, j'aime particulièrement les enfants. Je trouve que c'est les êtres humains qui sont les plus vrais, les plus connectés. Puis moi, ça m'enchante cette véracité-là. Puis ça m'amène à un autre parallèle. Tu sais, tu disais de communication puis relationnel à l'anniversaire de Jacob Olivier. Je lui ai donné l'autorisation d'inviter 15 amis. Donc, on s'est ramassé 18 amis, bien entendu, hein, parce que on pouvait pas en laisser un ailleurs. Puis c'est tous des humains extraordinaires. Je trouve que mon garçon a su s'entourer sérieux d'adolescents vraiment. J'utiliserais même sur la coche. Pour finalement, à un moment donné, me rendre compte dans la soirée que je suis sur le bord du feu et je m'amuse parce que je suis le parent, croyez-le ou non, le parent responsable de cette soirée-là. Là, je rentre dans la maison, ils sont 18 adolescents sur chacun leur téléphone et ils jouent ensemble au même jeu vidéo. Et là, j'ai pris une photo de ça, j'ai dit, c'est d'une tristesse, mais en même temps, c'est leur réalité. Tu sais, je veux pas être comme, ah mon Dieu, dans mon temps, ça se passait pas de même, pauvres enfants. Ils sont heureux là-dedans, là. Ça, je veux dire, j'ai rien contre ça, mais j'ai pris ça en photo parce que je me suis dit, je peux pas croire que
on est rendu là. Il y a 17 amis autour de lui. C'est son anniversaire, il y a une piñata, il y a un bar à bonbons, il y a un bar à chips, il reste de la pizza du Salvatore partout sur la table parce que j'en ai commandé pour être sûr de ne pas en manquer. Puis la seule chose qu'eux ont trouvé, leur moyen de se réunir, c'est les écrans. Tu sais, fait que quand tu me dis que les petits êtres sont relationnels puis sont plus aiguisés puis que ça se perd, malheureusement, t'as raison. Puis je veux dire, on n'a pas besoin effectivement de faire un doctorat sur le développement de l'enfant pour se rendre compte que maintenant ça se passe comme ça, mais c'est quand même malheureux de penser qu'ils sont là puis qu'ils ne s'en rendront pas compte avant que l'autre génération soit probablement pire qu'eux autres. Tu sais, fait que c'est comme inconscient tout ce qui s'installe, puis effectivement, je trouve que c'est un peu triste tout ça, mais écoute, ils ont de l'air à bien s'y plaire dans leurs écrans, puis shame on les parents qui ont acheté des écrans à leurs enfants de toute façon, et le shame me revient à moi aussi. Jacob Olivier a effectivement un téléphone dans les mains. Puis là, mon autre question sur le processus d'autonomie, c'est pas un one fix deal, c'est pas on va te voir une fois, c'est des rencontres qui sont récurrentes. Puis l'autre question, est-ce qu'on a des devoirs à faire aussi à la maison? En fait, oui, ce sont des rencontres, en fait, qui reviennent aux 2-3 semaines parce qu'évidemment, le bébé grandit. Puis que donc, en grandissant, les jeux qu'il est possible de faire avec le bébé vont changer en fonction, entre autres, de l'espace qui est à sa disposition. Donc, oui, on va se revoir et effectivement, l'objectif, c'est que les parents puissent faire les jeux avec le bébé pendant qu'ils sont à la maison. Ça ne donne absolument rien de prendre rendez-vous avec moi puis de venir jouer avec votre bébé si vous n'avez pas l'intention de jouer avec lui dans les moments où vous êtes à la maison. C'est ça l'objectif, dans le fond, c'est qu'on puisse vous montrer, vous faire sentir. Je vous dirais encore plus parce que c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Hein. Si je pouvais l'expliquer, je pourrais tout de suite vous dire quoi faire. Vous pourriez tout le faire à la maison. Malheureusement ou heureusement, je sais pas trop, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le sensitif, dans le toucher que tout ça se passe. Donc, il faut faire sentir aux parents les choses pour qu'ils puissent être capables de reproduire et d'avoir cette référence sensorielle-là. Et à la maison, effectivement, ils vont nourrir la relation en reproduisant les jeux avec leur bébé dans une fréquence qui leur convient, puis à des moments aussi qui leur conviennent. Puis là, naissance arrive, on a été formés, accouchement extraordinaire comme seule Annie peut nous préparer à. Et là, tu m'as parlé aussi, parce que tu es praticienne en préparation affective à la naissance, j'allais dire apnologue, mais tu es vraiment praticienne en préparation affective à la naissance. Ton rôle ne s'arrête pas au prénatal. On peut aussi faire ça avec l'enfant dans nos bras. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en postnatal, en fait, on a des outils et des jeux à proposer jusqu'à l'acquisition de la marche. Donc, c'est Ça n'a rien à voir avec la stimulation motrice, là, hein? Ben, écoute, c'est un petit peu c'est cousin à la stimulation motrice, c'est-à-dire que la différence, c'est que la stimulation motrice, c'est souvent des astuces, des trucs que les parents vont être invités à faire et à reproduire avec leur bébé, mais sans nécessairement être dans l'écoute de ce qui se passe pour lui et sans nécessairement être dans la régulation de qu'est-ce que je fais comme intensité de proposition à mon bébé pour qu'il se sente compétent. Et ça, nous, c'est notre fil conducteur. C'est le fait que pendant la grossesse, on a travaillé sur la sécurité de base chez le bébé et on veut garder cette sécurité de base-là ou lui permettre de naître si jamais on n'a pas eu la chance, par exemple, de travailler là-dessus et qu'on a envie en postnatal de pouvoir offrir ça à notre bébé. Donc, ce sont des propositions psychomotrices qu'on va faire au bébé, mais toujours avec l'objectif que le bébé se sente bon, se sente compétent et puisse explorer son univers de façon la plus positive possible. Parce que là encore, on va se remettre en place en vision de comment le bébé peut se sentir. Il y a plusieurs semaines, je suis allée à une formation justement sur les réflexes archaïques et puis, écoute, c'est une histoire de fou. Le prof est en avant puis il nous dit il va falloir que vous rampiez tout le monde dans les prochaines minutes. On va explorer ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe. Moi, le prof est en train de dire ça, je suis zéro stressée parce que dans ma tête, au niveau cognitif, je sais très bien comment faire pour ramper. Je veux dire, tout le monde ici sait comment faire au niveau intellectuel. Les gens qui sont dans mon groupe commencent à faire le ramping et vient mon tour. Et là, je me retrouve complètement désorganisée. D'ailleurs, je vais me sentir, je sens le trémolo là, dans la voix en t'en parlant.
Je me suis sentie désorganisée, je n'étais pas capable de ramper, j'avançais en tournant en rond et te dire comment je me suis sentie émotionnellement. Là, Marie-Pierre est morte de rire, moi, je suis sur le bord de pleurer. Incapable de ramper. OK, Ouais. elle fait quand même l'accompagnement à la naissance, pourtant, elle est quand même qualifiée. Et là, je pensais pas qu'un adulte pouvait me phraser ça, là, pas être capable de ramper, mais je Alors, vais il y a l'essayer en en fait, partant, tantôt, Annie. oui! Mais il y a plein, en fait, d'adultes qui ne sont pas capables de ramper Tout de à fait. façon efficace en Ouais. ayant toutes les caractéristiques que ça prend pour un rampage qui est vraiment bien, puis en se sentant compétent et efficace. Oui. Tout ça pour dire que mon vécu à ce moment-là, c'était vraiment un vécu de My God, je me sentais pas bien du tout. Et c'est probablement quelque chose qui s'est passé quand j'étais petite. J'ai dû essayer de ramper à ce moment-là. J'ai dû pas trouver ça drôle pantoute. Je n'ai jamais réussi, clairement, à ramper. Et malheureusement, à l'époque, ben, mes parents n'avaient pas les outils pour être capables de m'aider à me sentir compétente et fonctionnelle dans cette étape si importante du développement psychomoteur. Parce qu'il faut savoir que dans la première année de vie, toutes les activités psychomotrices sont extrêmement importantes parce qu'elles vont développer autant le cerveau cognitif en créant de multitudes de connexions qui vont permettre à l'enfant de devenir extrêmement compétent au niveau cérébral, au niveau des sports et compagnie. Et ça va aussi induire comment je me sens à travers ces activités psychomotrices-là. Et l'accompagnement affectif par le jeu fait vraiment une relation entre les deux. C'est-à-dire que je n'ai pas juste comme objectif que tu puisses faire toutes ces étapes-là. J'ai aussi comme objectif de t'accompagner de façon adéquate, c'est-à-dire ni trop peu, ni trop, de façon à ce que tu te sentes compétent et acteur dans ce que tu es en train de faire actuellement. Et ça, c'est Basé sur vraiment le développement spécifique proximal, à ça, quoi. l'accompagnement. Oui, absolument. C'est développement proximal, aspect psychomoteur, tout ça ensemble de façon à pouvoir vraiment ne pas lâcher notre lien affectif avec le bébé. Parce que là, on va se le dire, créer un lien affectif avec un bébé qui est dans mon bedon, qui pleure pas, qui me réveille pas ou très peu la nuit, c'est un petit peu plus facile que tisser et garder un lien actif avec un bébé qui a 2 mois quand je suis fatiguée, quand je comprends pas toujours qu'est-ce qu'il veut, quand il pleure, alors que souvent, on est beaucoup dans une vision du bébé très romantique quand on porte notre premier bébé souvent. On se dit, en tout cas, moi-même, quand j'ai porté mon premier fils, je me disais, je vais l'allaiter, je vais l'aimer, tout va bien se passer. Jamais j'ai pu imaginer que ça allait être difficile comme ça l'a été, là. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Parce que toutes les photos qu'on voit, toutes les vidéos qu'on voit, tous les séries télévisées qu'on voit, ben, où sont les bébés? Ben, la majorité du temps, ils sont dans leur petit landau, dans le coin d'une pièce, puis ils dorment calmement ou ils jouent tout seuls pendant tout l'échange des deux personnages qui va durer 15 minutes. Et là, tu fais comme, tu sais, une fois que tu as eu un bébé, tu vois bien que ça marche plus, l'histoire, là. Que donc, c'est ça qu'on propose en postnatal. Et c'est ce que j'ai inclus aussi dans mon programme au Paléo postnatal. Parce que, au départ, le programme postnatal, il n'était pas prévu. J'avais juste mon programme prénatal de préparation à l'accouchement. Et là, je me suis rendu compte qu'en postnatal, c'était compliqué pour les parents d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des outils parce que souvent, ils sont tellement complètement débordés que c'est difficile pour eux de dire « Hey, tiens, on va aller faire une rencontre de jeu avec Annie mercredi après-midi », alors que des fois, ils sont complètement en survie. Que donc, c'est pour ça que j'ai installé le programme au Paléo postnatal avec tous les outils. Comme ça, écoute, dans mes statistiques d'écoute, je vois que je suis beaucoup écoutée la nuit, tiens. Oui, on se trouve quelque chose à faire. C'est excellent. Puis est-ce que tu peux faire juste ce processus-là en postnatal si tu n'as pas fait le prénatal? Absolument, tout à fait. Il y a plein de parents qui joignent à nous en postnatal, qui savaient même pas que j'existais en prénatal. Donc en postnatal, vous pouvez arriver dans le programme, puis effectivement, à ce moment-là, on regarde vraiment, puis en plus, on a des rencontres en direct chaque mois. C'est extraordinaire, des rencontres où tu arrives, tu dis: «OK, là, mon bébé, on est rendu au jeu de retournement», par exemple. Je vois qu'il essaie de faire son jeu de retournement, il fonctionne très bien, il réussit très bien vers la gauche. Vers la droite, il n'y arrive pas, par exemple. Qu'on regarde ensemble en temps réel qu'est-ce qui se passe. Souvent, les bébés sont tous au sol pendant la rencontre. On a la chance de jouer avec eux en direct, de proposer des pistes de solutions, de façon à ce que ça se passe maintenant, parce que ça faisait partie aussi de mes challenges, c'est-à-dire que les gens ils prenaient rendez-vous en ostéo ou en jeu, accompagnement affectif par le jeu avec moi dans un mois.
Puis là, ben, quand il arrivait dans un mois dans mon bureau, je me rendais compte que, par exemple, ce bébé-là était rendu qu'il se déplaçait assis sur les fesses de façon hyper adéquate. Mais là, on avait passé notre fenêtre d'opportunité. On C'est ça. était un petit peu dans le caca, là, tu sais. Ouais, Ça c'est va ça. vite en Oui. postnatal. Ça va vite, puis souvent, tu sais, même quand les gens, par exemple, les bébés vont commencer leur ramping, souvent les parents, ils me disent, Annie, donne-lui une chance, là, il vient de commencer. Puis je fais, non, non, tu comprends pas, là. Parce que si ton bébé commence à faire du ramping de façon asymétrique, il va devenir Asymétrique. extraordinairement bon, là. Il va Oui, c'est ça, il se finit par déplacer être à une capable vitesse de de comme ça. fou. Oui! Et là, le convaincre de faire autrement, les humains, on n'aime pas tant ça, le changement, là, tu sais. Non. Fait que le convaincre de faire autrement, ça va être compliqué. Puis qu'en postnatal, il faut comme être vraiment à l'affût des différentes étapes puis d'y aller rapidement quand on observe les bébés en fonction de ça, de façon à pouvoir les accompagner. Mais les accompagner vraiment dans un souci que le bébé Se ait une sentent compétents. expérience dans laquelle il se sente compétent. C'est vraiment ça, là, je le souligne avec un marqueur. C'est ça qui est vraiment hyper important. Puis là, moi, il est rendu à 14 ans, là, fait que je pense que son estime de soi, c'est quand même bon, puis je pense qu'il est compétent, mais tu sais, si on voulait prendre cette approche-là pour adultes, adolescents, ou du moins passer l'âge, mettons, tu sais, on parle d'enfants, peut-être même d'âge scolaire, là, tu sais, à partir de 5 ans, mettons, comment ça s'appellerait cette approche-là? C'est de la, je sais pas, de la Ouais. Ben, psychothérapie, mais il y a sûrement d'autres choses, non? ouais. Je sais pas. Ouais, ben écoute, je vois, écoute, c'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça, mais je vois deux aspects. Il y a l'aspect psychomoteur. Tu sais, si tu me disais, ben moi, Annie, Ah mon ouais, fils, il a pas fait de ramping, par exemple, je te dirais, ben il est jamais trop tard pour développer ces compétences psychomotrices-là. Donc, plus tard, ça, c'est une chose. Puis sinon, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place même avec un adolescent. C'est-à-dire comment je vais accompagner mon adolescent dans les défis qu'il rencontre en étant pas dans l'intervention maximale nécessaire ou l'intervention minimale nécessaire ou c'est ça. l'intervention en deçà de l'intervention minimale, mais être vraiment dans l'accompagnement qui est juste comme il faut. Tu sais, quand mes enfants, je me souviens, quand mon premier fils est arrivé en secondaire 1, on avait eu notre rencontre là, à l'école. Moi, j'étais bien impressionnée parce que c'est quand même une grosse étape comme parent, là. Ouf! Tu sais, il y a la maternelle puis il y a le secondaire 1, là. Et là, on avait eu une rencontre, puis la personne qui nous donnait la rencontre nous avait dit, alors là, comme parent, vous, votre job, c'est tous les soirs d'ouvrir le calendrier, l'agenda à votre enfant, puis de vous assurer qu'il va faire tous ses devoirs. Moi, ça faisait aucun sens de faire ça pour mon enfant de secondaire 1, là. Il n'y avait pas zéro besoin de ça. Puis pour moi, ça aurait été, tu vois, une intervention qui aurait été beaucoup trop importante pour lui. Que je l'aurais privé d'une partie de son pouvoir, de ses compétences, de sa réussite en faisant ça. De son autonomie, exactement. Puis que je pense que c'est là où, comme adolescent, où on peut jouer. C'est-à-dire, c'est d'accompagner, dans le fond, en fonction de ce que l'enfant a vraiment besoin pour qu'il puisse être dans sa réussite. Et ça, c'est spécifique à chacun des enfants. Tu peux pas prendre une formule puis dire, voici ce que vous allez faire avec un enfant de 14 ans, puis vous allez copier-coller ça. Ça se peut qu'un autre enfant ait effectivement besoin d'un petit peu plus d'encadrement. Que donc, je pense que ça pourrait se transférer en lien avec ça là, par rapport à l'adolescence. Très chouette. Mais là, tantôt, tu disais, tu sais, le père qui veut pas venir, tu sais, c'est peut-être un peu plus ambigu. Là, je me disais, s'il fallait que je demande à Jacob Olivier de dire, excuse-moi, j'aimerais ça, peux-tu ramper? Voir si tu le fais comme faut? Juste voir si ça c'est acquis. Absolument. Absolument, mais tout le monde à la maison, si vous avez envie d'essayer de ramper, et là, c'est sûr qu'il y a des critères, là. Je veux dire, il y a des critères qui font que je vais avoir un ramping qui va être efficace ou pas. Là, ces critères-là, vous les connaissez pas nécessairement, mais vous pouvez déjà vous mettre au sol, ramper et déjà vous questionner à savoir si c'est quelque chose qui est facile pour vous, si vous allez en ligne droite, vous allez où vous voulez, est-ce que vous êtes hyper essoufflé et que ça vous prend beaucoup trop d'énergie pour le résultat obtenu et comment vous vous sentez émotionnellement dans cette étape-là. Est-ce que vous rampez avec aisance et que vous sentez que c'est fluide, que vous vous sentez bien dans cette activité-là ou au contraire? Parce que c'est effectivement des choses que vous pouvez observer et je vous rassure tout de suite, si vous avez de la difficulté, c'est probablement parce qu'il y a certains réflexes qui ne sont pas acquis
et on peut récupérer ça. C'est de la job, c'est compliqué, c'est long quand on a passé la première année de vie de faire cette récupération-là, mais c'est possible. Et c'est une des raisons pour lesquelles je mets autant d'efforts dans mon programme au Paléo postnatal, parce que quand on fait toutes ces choses-là, ces acquisitions-là dans la première année de vie, c'est un grand cadeau à faire à nos enfants Mhm. parce que c'est réglé, c'est check. Puis l'enfant va avoir des compétences au niveau du sport, par exemple, au niveau de sa capacité à suivre les activités sportives de façon plus évidente, parce que il y a personne qui aime ça, là, être choisi le 12e, le dernier, lorsqu'on fait des sports d'équipe à l'école. Puis il y a personne qui aime ça recevoir le ballon dans le front à tout moment parce qu'il n'est pas capable de se coordonner pour être bon, là. Je veux dire, il y a personne qui se lève le matin à 6, 7, 8 ans en se disant, ah oui, j'aime pas ça le sport et je tripe sur ma vie de pas aimer ça, puis d'être toujours la personne qui arrive pas à faire ce qu'on me demande, tu sais. Que c'est vraiment important la première année de vie parce que c'est là que s'installent toutes ces compétences-là. Après, quand on a un maximum d'installés puis qu'il reste juste du petit peaufinage à faire, ben, c'est beaucoup plus facile que quand on a manqué des grosses étapes. D'où l'importance, comme parent, de faire de son mieux pour être capable de voir ces étapes-là et de savoir quoi vérifier. C'est ça, dans le fond, que je fais avec Opaléo postnatal, c'est-à-dire que les parents savent, par exemple, quand le bébé commence à faire son ramping, ben, ils connaissent déjà les étapes préliminaires, que donc, là, ils voient les étapes préliminaires arriver, qu'ils savent que le ramping s'en vient bientôt. Quand le ramping commence à se mettre en place, comme ils ont vu plusieurs vidéos d'exemples, comme ils savent à quoi ils peuvent s'attendre, ils sont capables très rapidement par eux-mêmes de savoir si c'est parfait ou si le bébé a besoin d'un petit peu d'accompagnement à certains égards. Et ça, ben, c'est malheureusement dans la première année de vie que ça se passe. C'est plate parce que il y en a des dossiers en Moses là, dans la première année de vie. C'est fou, là, les dossiers. C'est malade. Effectivement. Mais tu sais, en même temps, on a quand même la chance, nous, ici, d'avoir une mission maternité qui est, voilà, vous allez me dire, le RQAP, on se met pas riche avec ça, mais quand même, tu sais, on a Ouais, quand même, tu sais, si on revenait à la case départ du pourquoi de ce programme gouvernemental-là, c'est justement pour être maman, pas rénover ta cuisine, pas te taper 6 mois à aller visiter l'Indonésie. Tu sais, je veux dire, ce programme-là, à la base, a été conçu pour justement donner aux parents, particulièrement aux mamans, bien entendu, de prendre le temps de se renseigner comme ça, puis de justement outiller les enfants. Tu sais, moi, je trouve que c'est beaucoup. Sur papier, ça semble demander beaucoup d'efforts, mais je trouve que ça fait partie aussi de la mission d'un parent de dire, c'est moi, ta boîte à outils, je l'ai remplie au meilleur de ma capacité, de ce que j'étais capable de t'offrir. Après ça, bon, c'est bien que la boîte à outils, ils vont perdre quelques outils à l'adolescence parce que c'est ça, mais tu sais, je trouve que ça fait partie d'un rôle de parent que de t'assurer que tout ce que tu étais capable de mettre en place pour aider ton enfant dans son futur proche, parce que tu sais, je veux dire, c'est loin puis c'est pas loin, hein? Tu sais, je veux dire, la rentrée à Ouais. la maternelle, tu dis, oh, mon Dieu, quand tu vas rentrer à la maternelle, ben, je te jure que tu clignes des yeux puis c'est déjà fait. Tu clignes des yeux, il a fini le primaire. Ouais. Fait que je trouve que c'est important de sensibiliser, sans culpabiliser les parents qui l'auraient pas fait, qui n'auraient pas été capables en mesure de Ouais. voir ça, qui n'avaient pas les ressources de temps, de humaines pour les aider sur d'autres choses, les ressources financières aussi, parce qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça. On se cachera pas, c'est pas des choses qui sont couvertes par notre gouvernement. T'sais, le but, c'est pas de culpabiliser ceux qui l'ont pas fait, mais de bien ouvrir les yeux qu'il y a des outils qui existent, puis que tu es capable, toi aussi, peut-être pas comme une professionnelle de la santé, mais d'avoir des connaissances quand même un peu plus poussées sur le développement de l'humain qu'on t'a mis dans les bras, puis que là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette beauté-là, mais qui est plein de choses qu'on comprend pas. Il y a des gens qui nous ont prémâché le travail, je trouve ça vraiment chouette. Puis tu sais, on se dit tout le temps, la première année, on sait jamais quoi faire avec nos enfants. Tu sais, on les déplace du tapis d'éveil, on les met dans une autre station, on va prendre, tu sais, je trouve que c'est quand même chouette de pouvoir avoir un cardex d'activités qui non seulement vont être bons pour l'estime de soi, mais pour son développement global aussi, tu sais. Absolument, tout à fait. Puis tu sais, autant pendant la grossesse, on se prépare pour l'accouchement au mieux, puis qu'on arrive à l'accouchement, il faut faire de son mieux dans la situation dans laquelle on est. Autant en postnatal, pour moi, c'est la même chose. Il faut comme lâcher prise sur le fait qu'on prend le maximum d'outils qu'on est capable. Puis d'ailleurs, moi, présentement, les gens qui sont dans mon programme en prénatal, je les encourage fortement à commencer à consommer le contenu postnatal parce que c'est plus facile, évidemment, avec un bébé dans le bedon, de regarder des vidéos puis de
regarder les documents et compagnie que quand on se retrouve Oui, submergé en postnatal. Puis une fois qu'on est rendu en postnatal et qu'on a ces informations-là, on fait du mieux qu'on peut. Moi, exact. quand je regarde avec le recul, là, j'en ai plein là, des fails là, quand mes enfants étaient petits. Maintenant, ils sont rendus grands, c'est rendu des adultes, je suis rendue grand-maman. C'est quoi, je Oh, suis bravo. extrêmement fière des adultes qui sont devenus. Est-ce que j'ai été parfaite? Bien sûr que non, et tant mieux pour mes enfants. Exact. Le fait d'être parfaite comme parent, c'est dramatique parce que ça donne l'impression à tes enfants que l'objectif, c'est ça dans la vie. Puis Oui. que donc, oui, vous allez l'échapper, je l'ai échappé, Marie-Pierre, probablement que tu l'as échappé aussi. Il faut faire la Coupable. paix avec ça. Il faut pas toujours se dire, ah tiens, il faut que je fasse tout parfait. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des outils et de faire de son mieux. Et croyez-moi que si vous faites de votre mieux avec des outils de base, vous allez déjà donner à votre enfant un potentiel extraordinaire. Et il va aussi apprendre que oui, ça arrive que je reviens vers une personne en disant, je suis désolée, je l'ai échappé, je me suis trompée. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas se mettre de la pression. Il faut simplement faire de notre mieux. Et puis c'est parfait. Mais c'est parce que je pense qu'on est rendu dans une société où on se met de la pression pour tout. Il faudrait vraiment manger sainement, faudrait bouger beaucoup, Ouais. faudrait apprendre 335 langues, faudrait que tu aies le temps de faire ton skincare, faudrait que, tu sais, je veux dire, on est rendu qu'on se fait des injections parce qu'on veut plus de rythme d'expression. Tu sais, je veux dire, on est rendu dans une société où la perfection a pris beaucoup trop de place, puis on oublie que l'humain n'a pas été créé pour être parfait. L'humain a été créé Exactement. pour être heureux, s'entraider, socialiser. Puis je trouve plus on avance, des fois, plus je trouve qu'on recule. Tu sais, je trouve que Oui, je suis on d'accord avec toi. avance dans nos théories, puis dans ce qu'on connaît, puis nos inventions, puis nos gadgets. Mais je trouve qu'on oublie des fois que, tu sais, l'homo sapiens en mode nomade, là, il était probablement plus heureux que bien du monde en 2024 et il n'avait ni Botox, ni téléphone Mhm. intelligent. Il n'y Mhm. avait même pas Mhm. un briquet pour allumer le feu Mhm. dans sa grotte. Puis ça fonctionnait très bien, tu sais. Ouais, mais et puis là, on revient dans le fond à notre besoin de relationnel Ben et oui, d'être en relation avec les gens. Parce que, tu sais, la oui, personne qui m'aime vraiment, je veux dire, même si je me fais pas du botox, elle va m'aimer quand même, là. Tu sais, que donc, oui. là, on revient encore à notre besoin de connexion entre êtres humains Mm. sur lequel on est en train d'un peu de déraper. Mais si ça peut vous encourager, moi, mes enfants étant plus grands, je vois quand même que, tu vois, ils ont pas de Facebook, par exemple. Ils sont plus beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça change quand même, je trouve que c'est sûr que la période de l'adolescence, c'est plus compliqué, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même quelque chose dans leur génération qui est en train de changer dans leur attachement à l'ordinateur, au cellulaire et compagnie. C'est parce Que qu'ils je nous voient aller, puis ils se disent, hey, elle essaie donc bien de poser son téléphone, genre 10 minutes par jour, puis elle a donc bien de la difficulté. Je ne veux pas devenir comme elle. Donc, inconsciemment, ouais, je vais me donner des outils pour pas virer zinzin comme mon parent. Et quand je dis parent, c'est moi, là, c'est moi qui a souvent son téléphone dans les ouais. mains et que j'essaye effectivement de corriger tout ça. Mais non, tu sais, je pense que j'ai plus foi en la future génération qu'en de la génération présente avec tout ce qui se passe dans le monde, mais ceci effectivement est un dérapage et on va contrôler le dérapage parce que ça fait quand même déjà quelques minutes qu'on se parle. Fait que je veux juste être certaine, Annie, que les top moms qui sont sans aucun doute flabbergastés par toute l'information qu'on vient de leur donner là, parce que moi, je le suis. On peut te retrouver où, ma chère Annie, si on veut faire ça attends un petit peu, je veux dire le vrai verbatim, préparation affective à la naissance avec toi. Oui, alors c'est simple. Vous me retrouvez simplement sur opaleo.com, qui est dans le fond, mon site web. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, toujours sur Opaleo Naissance. Et vous pouvez m'envoyer courriel et compagnie. On mettra peut-être dans la description mes coordonnées, Marie-Pierre, si t'es à l'aise, simplement. Je dois dire que c'est quelqu'un de mon équipe qui va faire ça. Donc, si jamais j'avais oublié de transmettre l'information, mais que je devrais penser à faire, c'est simplement opaleo.com pour aller retrouver ma chère Annie qui m'a enchantée par son discours, sa douceur et surtout cette nouvelle approche on doit en parler, crier haut et fort que ceci existe. Je pense que ça pourrait vraiment aider beaucoup d'enfants à venir au monde dans un monde plus doux, mais aussi aider les papas, tu sais, qui, là, heureusement, dans les dernières années, les papas veulent s'impliquer, mais
souvent, ils savent pas trop comment commencer, puis on l'a tellement relayé le papa au pourvoyeur de la famille. Là, il se rend compte qu'il sert tellement plus qu'à d'autres choses que juste ramener de la nourriture sur la table. Mais certains d'entre eux, des fois, sont un peu dépourvus de par où commencer. Et ça commence avec la préparation affective avec ma chère Absolument. Annie. Et voilà. Absolument. Tout à Donc, fait. Puis en merci beaucoup. postnatal, même chose. Oui, Ça me fait plaisir. j'ai adoré ça et on se dit à très bientôt, ma chère Annie. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.